peut peut-être dire, c'est que chorégraphier donc avec la caméra, pour Cunningham, c'était pas du tout quelque chose de secondaire. C'était vraiment, ça a vraiment été un enjeu, l'un des enjeux majeurs de son travail. Et il a souvent dit qu'il y avait eu 4 événements très très importants dans son parcours. Donc le premier, la séparation de la danse et de la musique. Ensuite, quand il commence à expérimenter avec le hasard, donc dans les années 50. Ensuite, le travail avec la caméra, et enfin le travail avec le logiciel informatique de simulation du mouvement en 3 dimensions. Donc et à chaque fois, il dit ce sont des événements qui ont relancé, qui ont électrisé ma perception et qui m'ont fait voir les choses différemment et créer différemment. Voilà, donc consacrer une soirée à ce thème-là, c'était pas du tout anecdotique. Hein, on était vraiment, on le faisait vraiment, on était au cœur de son travail, on le faisait parler de choses essentielles. Surtout qu'au moment où il a posé la question de la caméra et de la vidéo, on n'était pas dans cette ère actuelle où on a des GoPro, enfin c'était... je vous passerai tout à l'heure un bout d'extrait où il y a des caméras, c'est des choses monstrueuses, enfin c'est pas... Il n'y a pas cette fluidité, cette simplicité qu'on peut maintenant imaginer, c'est-à-dire que filmer un spectacle avec une caméra au milieu, c'est pas un gars avec une petite chose... C'est tout un appareillage, et du coup il y a une problématique de profondeur de champ, de hauteur, il y a tout un tas de questions qui se posent, et qui sont des questions de cinéaste à part entière en plus. Et dans l'entretien, à un moment donné, il parle de une chose qui est très intéressante. Moi, en tant que néophyte, ça m'a surpris. Il explique que le temps de la danse, quand il fait danser ou qu'il danse pour des gens qui sont en face de lui, n'est pas le même que le temps de la danse quand il danse pour la caméra. Et qu'en fait, la caméra, la télévision et les cinémas sont des temps accélérés, qui vont plus vite. Et que donc, il est obligé de repenser son rythme et de se poser la question de la répétition du mouvement, de combien de temps on peut répéter un mouvement sans lasser le spectateur. C'est-à-dire qu'il se pose vraiment la question du spectateur et du téléspectateur par rapport à la lucarne, par rapport... C'est assez étonnant, c'est très moderne. Mais si je peux me permettre, là, on a commencé avec un film vraiment de la pleine maturité du travail de Cunningham avec la caméra. Il travaillait là avec un cinéaste qui s'appelle Elliot Kaplan. Il a eu 2 cinéastes, la période expérimentale avec Charles Atlas. Là, on n'est plus vraiment dans la période expérimentale. Et là, on voit donc le style très lyrique de Kaplan, avec ses travelling comme ça, très très caressants. Et puis un truc très typique aussi du style de Kaplan, c'est les gros plans sonores. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on entend les respirations des danseurs, les pas au sol. Et ça permettait de ramener de la présence. Mais ça, c'est Kaplan, c'est pas Meurs. D'accord. Voilà, donc là, chronologiquement, il aurait fallu commencer par... Et après, il a retravaillé avec Atlas. Oui, voilà, oui. Et quand on voit les films du début, cette période-là, et les films suivants, surtout ceux de Kaplan, Annie le souligne aussi dans l'ouvrage, il y a aussi une image sonore, une partition sonore, et on perçoit la danse sur l'écran telle qu'on ne l'aperçoit pas, non seulement visuellement à cause de l'écran, mais par l'oreille. Parce que ce qu'on entend quand on suit une chorégraphie vidéo, ce n'est pas ce qu'on entend quand on est au théâtre. Parce que la présence du danseur, la présence sonore du danseur est plus importante à l'image. Et ça, c'était une grande innovation que d'oser mettre comme en un premier plan le son du danseur, que l'on entend très très nettement dans tous les films, et pas dans les tout premiers, pas dans Westbeth, dans les films en noir et blanc, où on voit d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans Westbeth ou un autre de la même période, où on voit Atlas et Cunningham avec les caméras énormes, avec les grosses machines dans les années 70. Mais à ce moment-là, il n'était plus derrière la caméra, en fait. C'était Kaplan qui officiait voilà, dans cette... Mais c'est vrai que ces images sonores confèrent une espèce de présence très très charnelle au corps, et on dit souvent que c'est une chorégraphie abstraite ou froide. Et en tout cas, nous, on n'a pas du tout l'impression que c'est froid et abstrait. Et dans ces films-là, effectivement, ça contribue donc à restituer cette densité charnelle. Comment, du coup, quand ils faisaient appel à Atlas ou à Kaplan, comment s'élaborait leur collaboration, en fait? Comment ça fonctionnait? Au début, c'est Atlas qui a initié Meurs au maniement de la caméra, apparemment.
Son premier film, c'était avec Nam June Paik. Ah oui. Blue Studio. Non, c'était pas le premier. C'est pas le premier. Non, non. C'est le premier? Non, non. Non, c'est pas le premier. Faut que Il y a je- Pour moi, c'est le le- premier que j'ai montré. Il faut que je revienne là pour pas... Commencer avec travailler. Nam June Non, le Paik et premier, Blue c'est Westpass. Non, le premier film, c'était Avec... avec... le premier. Oui, le premier produit par le studio Cunningham. Ah oui. Mais il y a eu deux Avant, expériences avant. Celui qui était filmé par les Suédois, par les Nord... Ah, Variation les, 5. les Danois ou les... Variation 5 était filmé en Allemagne, Ouais. Studio de Hambourg. au studio de Hambourg pour une télévision allemande. Pendant la tournée en Suède, Voilà, c'est C'était ça. en 65. il y a eu c'était de la captation non pas vidéo mais film. Il y a notamment le duo avec Caroline Carson qui est filmé entièrement par les Suédois. Caroline Brown. Caroline Brown. Ah bon, parce que je me disais ça. Caroline Brown, oui. Oui, Ils se sont pas rencontrés souvent. oui, je sais ça. Avec Caroline Brown. Et sa première expérience avec la compagnie, c'est avec une télévision canadienne, début des années 70. Il n'en était pas très satisfait. Et ensuite, c'est pour une télévision new-yorkaise, en début 70 aussi, là, je n'ai plus la date exacte. Et il a créé Event for Television, pour une télévision new-yorkaise. C'est une pièce de 55 minutes et 17 secondes. Citation de Cunningham. Pour la chaîne 13, les 17 Channel 13. les 17 secondes, c'est précisé par Cunningham. Mm. Et il termine, ce sont des extraits de répertoire qui sont mis qui sont mis en écran, comme on dirait, qui sont mis en scène, je dirais qui sont mis en écran avec un réalisateur de cette chaîne de télévision et à partir d'extraits de répertoire. Mais comme il a toujours aimé faire, il a quand même créé une pièce de 6 ou 7 minutes pour terminer cette émission de télévision et qui s'appelle Triangle. Et cette pièce joue sur le chiffre 3, 3 couleurs. Il y a 3 duos, 3 couples, donc Chris Comar. Lui danse avec Cathy Kerr dans un duo, Chris Comar et puis 3 autres danseurs. Et il y a des danseurs en rouge, lui et Cathy Kerr. Il y a un fond de scène rouge, un fond d'écran rouge. Il y a Chris Comar en vert et puis un troisième couple en jaune. Et il y a les 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Et les 3 fonds d'écran. Et 3 caméras et 3 angles de prise de vue. Et tout est basé sur le chiffre 3. Voilà. Et ça, c'est avant Charles Atlas. Et quand il vient en 94, c'était comme ça, 96, oui. 96, il a aussi, comme je dis, il a toujours aimé documenter sa danse, il a aussi aimé enseigner sa danse. Moi je dis par coquetterie, il a toujours dit qu'il n'a jamais été intéressé par l'enseignement et par l'invention d'une technique. Et il a dit, j'ai mis ensemble des exercices pour entraîner mes danseurs, pour mes besoins de chorégraphie. Il n'en reste pas moins que nous avons été nombreux à être formés à la technique Cunningham et que on peut encore la recevoir quand on est danseur. Et quand il a travaillé sur la caméra, il a aussi aimé enseigner son travail sur la caméra. À Paris, il a donné deux stages pour des professionnels d'initiation à la caméra, lui et Charles Atlas. Le premier en 76, je crois, et le deuxième, 78, où je participais, j'étais un des... Voilà, et il adorait transmettre ce qu'il venait d'expérimenter et de découvrir. Comme les nouveaux exercices dans le studio de danse, c'était les nouveaux exercices pour l'œil, à partir de l'œil de la caméra. Mais peut-être qu'il s'est toujours défendu d'avoir une technique, parce qu'il était toujours finalement en amont de sa propre technique. Oui.
Donc il y a toujours cette crainte qu'une technique se fossilise. Oui, dans ce sens-là, c'était très bien. Effectivement, il était toujours à l'avant-garde de lui-même, d'une certaine manière, jusqu'à la fin, ce qui est quand même assez unique. Cette capacité à se renouveler comme ça. Et il est vrai, sur cet aspect-là, que les différents danseurs de la compagnie, qui, lorsqu'ils ont été professeurs au studio, lorsqu'ils sont venus enseigner en France, c'est surtout en France que moi j'ai pratiqué, chacun avait sa personnalité. On passait par des structures semblables, mais la stylistique changeait. Robert Kovitch n'enseignait pas du tout ce qu'enseignait, mais comme enseignait Chris Komar, Meg Harper, qui actuellement aujourd'hui est à Nancy pour la reconstruction d'une pièce, n'enseignait pas du tout comme Miriam Burns avait enseigné avant elle en France. De la même manière que tous les grands danseurs qui sont passés par Schemers, on a l'impression que c'est une technique uniformisante, et en fait c'est l'inverse, c'est vraiment quelque chose qui fait ressortir la singularité de chaque danseur, comme un petit peu son aura personnelle. Avec nous en avions eu une discussion un jour, avec ce que moi j'appelle des archétypes humains. Par exemple là, lorsque la couleur apparaît, on a le duo avec la danseuse blonde, qui s'appelle Carole, son nom de famille m'échappe maintenant, et le danseur Alan Good. Carole est un archétype que l'on trouve dans la compagnie de Cunningham. Carole Armitage? Non, là c'est c'est... brune, hein? Elle était blonde, mais pas Blonde. Tettenbaum. Voilà, Carole Tettenbaum. Non, c'est pas Tettenbaum. Non, c'est pas Tettenbaum. Non, Tettenbaum était récemment au CNSM pour transmettre une pièce. Tu as dû l'avoir comme professeur. Non, tu étais parti. Non, ça va revenir. Et par exemple, Carole, que l'on voit dans le duo, est un archétype dans la lignée des danseuses comme Caroline Brown. Caroline Brown, la danseuse lyrique, et lui donne des mouvements qui sont lyriques, toujours sur les demi-pointes, et ça va être commun à tous les danseurs et toutes les danseuses, et sur les dernières chorégraphies aux danseurs aussi, on est beaucoup sur la demi-pointe, n'est-ce pas? Et je sais parce qu'il y a un danseur qui danse du Cunningham à côté de nous. Cet archétype, on le retrouve tout au long des décennies, à travers de nouveaux corps. Alan Good, c'est la représentation, on dirait, du beau modèle, du bel archétype, et qui a aussi une danse. Dans la lignée classique, moi je le range dans le danseur noble. Alan Good, c'est le danseur noble. Il a cette stature, 1,90 m, ce port de corps, ce port de bras, ce port de tête. Et quand on voit traverser d'autres danseurs à côté, par exemple Chris Komar, c'était le fou du roi, danseur très habile, très rapide, qui était au début, dans la toute première compagnie, c'était Rémi Charlip, qui dansait des rôles dans lesquels il y avait des points d'humour. Dans les années 90, pour ceux qui ont connu cette période-là, un danseur qui maintenant fait son parcours, que l'on voit rarement en France, mais on le voit dans la haute, et qui vit en Suisse, c'est Foufoua d'Immobilité, qui est le danseur très actif, très dynamique, très rapide. Voilà, on trouve ces archétypes-là, qui, pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'entrer dans ce monde, n'ont jamais trouvé que Cunningham, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, c'était froid. Non, puis nous, on a eu la chance quand même, pendant des années, de voir danser Cunningham. Et de danser Cunningham. Et lui, alors, c'était, tu le définis comme... c'était un danseur exceptionnel, enfin, je veux dire, une présence... Oui, il a réuni, selon, parce que d'une pièce à l'autre, la caractéristique non pas du personnage, car il n'y a jamais de personnage chez Cunningham, mais les caractéristiques qui sont dans les œuvres, lui, il les a toutes exposées, vécues, il a été traversé, il les a traversées, et il les a exposées. Il a été le danseur noble dans le duo dont je parle, qui a été filmé en Suède, il a été le danseur fou dans des solos de Walk Around the Time, où il y a des moments de boxeur,
qui arrive. Il avait une capacité de très très grande rapidité, une capacité d'élévation, de saut très très grande. Donc lui, il a réuni un grand nombre de ce que j'appelle des archétypes, qu'on peut lire à travers l'histoire dans la compagnie. Une question, il y a des spectacles donc, de Cage qui sont passés pour la scène, il y a des spectacles de Cage qu'il a entièrement réécrits pour la caméra. Est-ce qu'il y a des spectacles de Cage qui ne sont pensés que pour la caméra? Cunningham, pardon. Oui, des chorégraphies qui sont conçues spécifiquement pour... qui n'ont jamais été jouées Non, certaines non. D'autres transposées ensuite à la scène. Oui. Voilà, tout est possible. Et apparemment, donc composé pour l'espace de la caméra spécifiquement, c'était un exercice particulier puisque l'espace de la caméra est inversé par rapport à l'espace réel. Quand on regarde dans une caméra, donc ça fait comme ça au lieu de faire comme ça. Voilà, donc il faut absolument tout repenser tout le mouvement des corps pour l'espace de la caméra qui est perçu de manière complètement différente de l'espace scénique. Si je ne me trompe, Channel Insert est créé pour la caméra et ensuite est adapté pour la scène. Par exemple. Ouais. J'ai une question, parce que quand on voit une séquence comme ça, il y a du montage ou c'est une seule prise, enfin je veux dire, c'est plusieurs caméras qui filment en même temps et c'est réalisé comment? Parce que c'est incroyable la fluidité. Non, la partie dansée. Le film pour In Space est en deux parties. Il y a la partie documentaire, on a vu. Ensuite, on a eu la deuxième partie du film, c'est toute la pièce, l'intégrale de la pièce. Justement, la manière de filmer la pièce. Est-ce que les danseurs jouent la totalité et que les caméras circulent ou est-ce que c'est repris plusieurs fois? Je pense que c'est repris plusieurs fois, avec de longs plans séquences. Mais ça c'est vraiment typique du style de Kaplan, une fois de plus. C'est-à-dire ce respect de l'élan, cette façon d'aller avec l'élan du danseur, d'accompagner le mouvement d'une manière très tranquille, très très paisible. Ouais, je ne sais pas, on aurait pu voir des exemples avec Charles Atlas, c'était très différent. Il y avait la caméra harnachée au corps dans les années 70, c'était vraiment expérimental. Il se jetait au milieu des danseurs, il tournoyait autour et le mouvement de la caméra même créait quelque chose de très effréné. Local, c'est filmé par... par Atlas. On le voit dans le local. Ouais. Parce que j'ai local, je ne sais pas si vous... Tandis que là, le parti pris de Kaplan, c'est vraiment comme ça, cette fluidité, cette discrétion d'une certaine manière, et en même temps ce respect. Vous voyez, on voit presque systématiquement le danseur de pied en cap, si je puis dire. Donc ce référent sol était très important pour maintenir la sensation du poids du danseur à l'écran. Si on ne voit pas le sol, si on ne voit pas les pieds du danseur, on a l'impression que le corps flotte. Et ça, c'était une des questions qu'ils se sont beaucoup posées. Et qui était aussi un problème quand Meurs a commencé à travailler avec le logiciel informatique. Il avait sa petite figure de Lifeforms, n'avait pas de poids. Voilà. Donc comment est-ce qu'on compose de la danse avec un corps qui n'a pas de poids? Voilà. Et le parti pris avec Atlas, déjà, et ensuite avec Kaplan, c'est vraiment toujours de montrer le corps du danseur aussi, dans sa totalité, aussi souvent possible. Pour qu'il y ait cette... il disait toujours, lorsque la danse était fondamentale, ça n'était rien d'autre que le déplacement du poids dans le temps et dans l'espace. Alors on retrouve vraiment ce parti pris-là dans les films, voire pas d'effets spéciaux, hein, vous notez aussi. Ça flotte pas, c'est pas d'effets spéciaux. Chez Atlas, on trouvera plus de cuts, de passage, et on le voit très bien dans la première partie, où Kaplan dit à l'opérateur, on voit la danseuse Carole, c'était elle encore, la même que dans Whisper, la blonde, qui avait les cheveux frisés à cet endroit-là. Il lui dit, on la voit en pied, la caméra avance, et il lui dit, entre dans la forme. Et il s'approche d'elle, elle devient gros plan, et on voit cette partie-là et le bras sous lequel apparaît une autre danseuse. Ça, c'est ce qu'on voit dans la première partie qui est préparée par Kaplan et Cunningham. Oui, donc les choix sont proposés par Kaplan, il me semble, pour avoir beaucoup vu ce film-là, et validés par Cunningham. Et dans l'entretien, il parle entre autres qu'il y a deux vocabulaires formels qui sont vraiment liés à la caméra et à la vidéo. C'est le gros plan de partie du corps, et la capacité à gérer aussi le hors-champ, puisque sur scène, un danseur est là,
avec la caméra, il peut être en dehors du champ ou dans le champ. Et que donc pour lui, c'est deux éléments qui renouvellent, mais qui l'interrogent et qui le met en scène de manière assez spécifique. C'est vrai que du coup, qu'est-ce que c'est qu'un gros plan en danse? C'est très... Ça m'a beaucoup intrigué cette idée, puisque normalement on est sur scène, il y a une distance qui est donnée, elle ne peut pas bouger. Et là, on est fait tout un coup, en tant que chorégraphe, il se pose la question du gros plan sur une partie du corps. Dans le livre, on a repris des extraits, des captures d'écran, où par exemple il n'y a que des bras à l'écran, ou que des bouts de corps comme ça. C'est très particulier ça. Je ne sais pas ce que vous pouvez m'en dire, mais ça m'a intrigué. Mais ça, c'était surtout fait avec Atlas, un morceau de plan, avec un plan là. Toute l'expérience de Westbeth est basée là-dessus. On le retrouve, mais par le mouvement de la caméra, chez Kaplan. C'est-à-dire, ce qui a intéressé Cunningham, entre autres la vidéo, c'est que la caméra et l'écran permet de montrer le corps différemment du corps sur scène. Il le dit dans l'entretien. Bon, d'ailleurs, pour un détail qui a été précisé, c'est qu'à un moment donné, on parle de l'arrière-plan et il tient absolument à ce que l'arrière-plan soit net. Or, dans la réalité, ce qu'on appelle l'arrière-plan, c'est la profondeur de champ. En fait, en tant que spectateur, l'œil, il choisit de regarder ce qu'il voit en premier plan et l'arrière-plan. Si je regarde, je vois l'arrière-plan flou parce que je vois. Or, lui, il veut mettre sur le même plan, a priori, des corps qui sont à l'avant et à l'arrière. Donc il compose vraiment pour l'image. C'est pas du tout le même regard que le spectateur qui lui choisit finalement, quand il voit sur scène de la danse, de regarder ce qu'il privilégie en premier plan ou en arrière-plan. Si j'ai envie d'aller voir derrière ce qui est net, je vois le premier plan flou. Oui, et ça, ça va à l'encontre aussi de son credo scénique qui était l'espace comme un champ, sans zone forte et sans zone faible. Voilà, donc pour la caméra, il est obligé de choisir d'une certaine manière, enfin de diriger l'œil du spectateur. Donc c'était une espèce de contradiction, de démenti de son credo du traitement de l'espace scénique comme un champ, voilà, le champ où tout peut être central, sans zone forte, sans zone faible, un champ anarchique en fait. Donc il le dit, hein, le travail avec la caméra, ça a vraiment mis à l'épreuve cette conception-là de l'espace. Et puis autre chose à propos des cadrages, une répercussion du travail avec la caméra sur la technique même. Dans les années 80, il ne chorégraphie pas le mouvement des bras. Si vous avez remarqué, les bras sont comme des balanciers en fait. Voilà, c'est simplement de balancier, ce qui était une façon de délyriciser, si je puis dire, la danse par rapport à la danse moderne des générations précédentes. Et il dit souvent que que finalement le travail avec la caméra a attiré à nouveau son attention sur l'importance des positions des bras. Parce que tout à coup, quand un bras est coupé par un cadrage, ça change complètement la dynamique de l'image. Et donc parfois il fallait ramener le bras vers l'avant ou changer les directions des bras. Et donc que tout ce vocabulaire très complexe des bras qu'on voit dans les pièces des dernières années finalement, qui s'est évidemment beaucoup complexifié aussi avec l'ordinateur, c'est le travail avec la caméra, dit-il, qui a commencé à le réintroduire dans son travail. Donc à partir des années, fin des années 70-80. Donc ça c'est intéressant de voir comment le travail avec la caméra se répercute dans le travail scénique, dans le travail des corps. Et puis de la même manière, tout à l'heure Jean-Luc, tu faisais allusion au fait qu'on voit vite à l'image. Voilà. Et donc il dit que ça aussi, le travail avec la caméra aussi conduit à une sorte d'accélération des tempi dans le travail de classe et dans le mouvement sur scène aussi. Dans la formation vidéo qu'il avait enseignée, ce qu'il faisait apparaître, c'est que la caméra a un œil, et un seul, et qui ne bouge pas. C'est l'opérateur qui va bouger. Mais la caméra, elle, capte d'une manière fixe, tandis que nos yeux sont toujours en mouvement. Et quand il y a deux actions, notre attention va se porter par choix, conscient ou inconscient, sur l'un ou sur l'autre. Tandis que la caméra, l'œil de la caméra, qui lui est fixe, prédétermine ce que l'on va voir à l'écran. Même s'il y a deux actions à l'écran, il y en a une qui prédomine, et là, dans le travail d'approche de la caméra en mouvement, c'est
j'allais dire c'est très clair, je sais pas, moi c'est très clair. Il y a toujours, et quand je revois les films, c'est toujours, on revoit essentiellement la même chose, même s'il y a un mouvement en second plan. Lorsque c'est sur scène et qu'on revoit les pièces de Cunningham, on ne voit à peu près jamais la même chose, qu'il y a toujours d'autres détails à voir. Toujours d'autres détails à voir. Et si... oui, pour l'œil de la caméra, c'est cette grande découverte qui a fait aussi changer ensuite, je pense, la composition des pièces pour mettre tout de même en avant certains éléments de la chorégraphie dans un instant donné. Car, comme il le dit, sur scène, à l'écran comme sur scène, il est toujours préférable d'avoir au moins 2 choses en même temps. Il dit 3, c'est mieux. 4, c'est encore mieux. Il le dit là. Mais pour moi, 2 au moins. Il faut qu'il y en ait 2. Oui. Et là, il est détaché de la composition chorégraphique qu'il a vécue, qu'il a précédée, où il y a le soliste et le corps de ballet, ou le soliste et le chœur chez Graham, mais on met toujours en avant et au premier plan. Et dans beaucoup de pièces encore actuelles, il y a souvent, pas toujours, il y a souvent une action qui est mise en valeur par rapport à, on peut dire, un contrepoint. Ce qu'il a apporté, c'est la possibilité de mettre diverses actions au même instant sur scène. Nous sommes habitués maintenant à voir ça, les chorégraphes le pratiquent, je veux dire, non pas comme ils respirent, car c'est pas si répandu que ça. Oui, attention. Voilà, mais ce qu'il avait, c'est comme, et c'est en parallèle, chez Cage, la multiplicité des sons. Quand on réécoute une pièce de Cage jouée de Cage ou des musiciens de la compagnie, comme Tudor ou Takegisha, ce sont des pièces que l'on réentend, mais on n'entend pas la même chose, car elle est toujours réinterprétée. Comme un musicien de jazz ferait une improvisation sur des grilles, ils ont leur grille, leur composition, mais ça bouge d'un jour à l'autre. Il y a ce plan, le plan où pour la première fois, comment apparaît Cunningham dans cette espèce de caméra qui passe, qui contourne la danseuse, qui se... je vais pas le faire, je vais être ridicule, enfin bon, qui fait une espèce d'angle avec son bras et son corps, et la caméra qui passe au-dessus du corps pour montrer l'apparition de Merckx en arrière-plan, qui passe en premier plan. Ça, c'est un mouvement qui n'est que cinématographique, en fait. Il ne peut pas exister autrement. C'est un mouvement chorégraphique à la fois très concret et en même temps étrangement superficiel. Est-ce que c'est l'un des premiers à avoir pensé ce genre de... Enfin, on n'est pas dans une recherche de qui est le premier non plus, mais je trouve vraiment que c'est très, très, très emblématique de ce que propose une écriture chorégraphique qui passe par la vidéo, en fait. Ce type de pensée, de contournement moi, quand j'avais vu ça, j'avais croisé après un caméraman de cinéma et je lui disais, mais en fait, il y a des trucs de films d'action quasiment. Là maintenant, la caméra circule, passe par-dessus le corps, passe par en dessous. Là, une fois de plus, c'est Kaplan, c'est pas mal. Oui, c'est Kaplan. Voilà, donc, je vais passer local, comme ça, on va voir. Kaplan, il a une formation de cinéaste, voilà, donc il a des références de cinéaste. Il est très très féru de peinture aussi. Oui. Voilà, donc. Mais l'expérience. Sensible aux lumières. Mais l'expérience du spectateur, du spectacle de Cunningham, avant la vidéo, était livrée à cette expérience-là. Puisqu'il y a une multiplicité d'actions, vous déterminez laquelle vous suivez, et puis le duo va se déplacer du côté jardin au côté cour, et vous le suivez, vous apercevez qu'en arrivant là, il y avait ici d'autres actions. Et peut-être que votre œil un jour va suivre le duo qui va arriver là, et d'autres jours va s'arrêter à ce groupe qui est là. Il y avait, c'était pas des prémices, c'était très largement développé dans la composition chorégraphique de Cunningham auparavant. Et on le voit dans la première séquence que vous avez montrée, Beach Bird, lorsqu'il y a le duo en couleur, lorsque le duo quitte l'écran, il irait à gauche de l'écran, et dans le changement de plan,
il traverse un groupe de danseuses. Oui. Sur scène, vous avez suivi le duo ou vous avez regardé les danseuses. Là, l'œil de la caméra vous a fait voir le duo et ensuite la traversée des danseuses.